bonjour à tous et toutes et bienvenue à la bibliothèque. On est très heureux d'accueillir Benoît Heilbrunn. Donc Benoît, pour ceux qui ne le connaissent pas, est professeur au département marketing de l'école. Il est aussi directeur du master spécialisé marketing et communication. Et donc, ses domaines d'enseignement, c'est la gestion stratégique de la marque, le management du design et bien sûr le comportement du consommateur. Alors, Benoît, tu as un doctorat, mais outre ce doctorat, tu as 2 maîtrises universitaires en sémiologie et en philosophie. Et ça te permet de mener des recherches sur les aspects idéologiques de la société de consommation et des marques. Tu confirmes? Bon. Alors, un autre de tes centres d'intérêt, si je suis bien renseignée, c'est la société matérielle, la culture matérielle plutôt. Donc, c'est tout ce qui est autour de l'objet, des logos, de l'identité visuelle. Donc, Benoît, je ne sais pas si tu veux compléter ce rapide portrait. Très bien. Bon, on est aussi ravis d'accueillir les 2 étudiantes du master spécialisé marketing et communication, donc Victoire Fontenot et Héloïse Gabillier. Elles ont accepté d'animer la table ronde et d'avance, je les en remercie sur ton invitation. Bon, il fallait le préciser. Donc, Benoît les a invitées à animer cette table ronde et elles ont accepté. Donc voilà, juste avant de leur passer la parole, vous pouvez intervenir tout au long de la table ronde et poser vos questions. Ça n'en sera que plus vivant. Voilà, je vous passe la parole. Ok, super. Écoutez, je pense qu'on va peut-être commencer par montrer les 2 livres que vous avez écrits récemment, du coup. Donc, le premier sur Peut-on consommer mieux et le deuxième sur la tyrannie du bien-être. Donc moi, je vais juste commencer par vous poser quelques questions sur le dernier, la tyrannie du bien-être. Et la première question que je voulais vous poser, c'était est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre bien-être et bonheur ? Très bien. Alors, avant de répondre à la question, je voudrais évidemment remercier Béatrice et toute l'équipe de la bibliothèque pour cette généreuse invitation. Merci à notre public d'avoir bravé la tempête pour venir ce soir. Et merci beaucoup à Victoire et Héloïse qui ont accepté de jouer le jeu de cette rencontre amicale. Alors, donc là, on parle en fait d'un petit essai qui originellement en fait s'appelait pas comme ça, qui s'appelait L'obsession du bien-être, donc qui avait été édité chez Robert Laffont dans une collection qui s'appelait, parce que malheureusement la collection a disparu. Ce n'est pas moi qui ai plombé la collection, c'est les 2 titres d'après, je tiens à le préciser, dont un sur Welbeck qui était un four, mais bon, passons. S'appelait L'obsession du bien-être, et après, donc, qui est passé en poche et qui a été retitré avec le titre de la tyrannie, c'est-à-dire on a poussé 2 crans plus loin pas dans la provocation, mais dans le propos, si je puis dire. Donc l'idée, c'était d'analyser en fait cette mythologie du bien-être. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un mythe, si on reprend la définition qu'en donne Roland Barthes, parce que la collection était un hommage évidemment aux mythologies de Roland Barthes, ouvrage qui est sorti en 1957. C'est un récit culturel qui se fait passer pour naturel. Donc c'est une histoire qu'on raconte, mais dont on pense qu'elle est évidente, alors qu'en fait, elle est totalement construite culturellement. Bon. Alors, moi, il se trouve que, comme j'enseigne le marketing, je m'intéresse depuis assez longtemps à la question du bonheur, puisque le marketing, conceptuellement, a pour objet de résoudre des problèmes ou des questions de l'existence. Donc on peut très bien finalement défendre l'idée que le marketing peut rendre les gens plus heureux. C'est peut-être quelque chose dont on va parler après. On peut dire aussi le contraire, mais en tout cas ça permet de lancer un débat. Et donc, comme vous le savez, le bonheur, c'est une question ancienne, c'est une des questions structurantes de la philosophie grecque. Je rappelle que d'autres cultures n'ont pas connu la question du bonheur, notamment la Chine, etc., pour lesquelles il n'y a pas eu cette question qui a été posée. Et
ce que j'ai essayé de faire en fait dans ce petit livre, c'est de circonscrire en fait ce qu'est le bien-être. Et finalement, j'en suis arrivé à une idée qui est que le bien-être, c'est peut-être l'opposé du bonheur. Alors pourquoi ? Parce que déjà chez les Grecs, on a l'idée que le bonheur, en fait, c'est un projet eudémonique, c'est-à-dire qui est lié à la vertu, et qui est lié en fait à un certain nombre de dispositions que va développer l'être humain pour vivre selon sa nature, pour s'accorder avec les autres. Donc il y a une dimension politique du bonheur, même si évidemment, vous savez que certaines philosophies de type hédoniste se sont développées dès la Grèce ancienne, recherchant plutôt des éléments matériels ou la recherche du plaisir. Mais moi je pense que le bonheur, c'est aussi une question politique. D'ailleurs, c'est une question qui a été très largement débattue au XVIIIe siècle par le mouvement utilitariste, justement, qui s'est préoccupé de cette question de donner en fait du bonheur au maximum de personnes, alors que le bien-être, c'est un état qui est essentiellement sensoriel, qui est instantané, donc qui ne s'inscrit pas dans une projection dans la durée, et qui est plutôt solipsiste, c'est-à-dire qu'on va rechercher dans le bonheur, finalement, à ne pas rencontrer de résistance, que ça soit une résistance physique ou que ça soit une résistance idéologique. C'est pour ça qu'il y a un lien entre l'apologie du bien-être et le fait que, comme le disait Tocqueville, on est capable d'abdiquer notre liberté à un tyran qui va nous proposer de prolonger ce bien-être. C'est pour ça que Tocqueville, qui parlait lui de confort, montre déjà au 19e qu'il y a une dérive politique possible de cette société qui voue un culte à ce qu'il appelle le Dieu confort. Bon. Donc pour moi, le bien-être, en fait, c'est quelque chose qui est plutôt centré sur la personne, donc qui correspond assez bien à notre société qui est plutôt narcissique, qui est plutôt tournée vers le soi et vers l'expression de la subjectivité, alors que le bonheur est plutôt un projet politique. Et donc ce que j'ai essayé non pas de démontrer, c'est pas une démonstration, mais d'évoquer, c'est que une société qui est à ce point obsédée par le bien-être, c'est peut-être une société qui a abdiqué devant le projet du bonheur, dont on sait que c'est depuis quand même la Révolution un projet de société, à la fois en France et évidemment aux États-Unis. Bon, voilà, en gros, je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, ça répond totalement avec ma question. Vous me dites si je suis trop long. Non, pas du tout. On est là pour ça. Pour une fois que vous pouvez m'engueuler, profitez-en. Bon. Non, par contre, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous nous avez parlé du titre. Et nous, on voulait vous demander, est-ce que la tyrannie, et du coup le tyran, il fait référence à l'entreprise ou pas, pour vous ? Non, pas spécialement. C'est-à-dire que moi, je me suis peut-être pas assez posé la question du bonheur ou du bien-être en entreprise. On a un spécialiste dans la salle avec lequel on a hier fait un débat très intéressant, que vous retrouverez sur le site de The Choice. Non, je ne pense pas que l'entreprise soit forcément le lieu où s'exerce la tyrannie du bien-être. Bon, évidemment, le bien-être devient une question au travail. Alors c'est ce qu'on voit. Ce qui est intéressant, c'est que le livre en fait a été écrit avant la pandémie. Donc depuis, un certain nombre de choses ont changé, notamment on voit bien qu'il y a un marché qui se développe, c'est le marché de tout ce qui concerne le travail à domicile, donc avoir des sièges confortables, ergonomiques, et ce qui pose des nouvelles questions sur l'organisation de l'espace domestique, parce que certaines personnes travaillent, font des réunions Zoom dans leur salon, donc c'est une salle qui doit être modulable. Donc, quel type de chaise ou de fauteuil vais-je choisir ? Parce que je dois à la fois recevoir la grand-mère le dimanche, et puis je dois faire des réunions avec mes collègues le jeudi matin. Et donc, je ne vais pas saturer l'espace avec des sièges. Donc, on est sur des questions de modularité qu'on a d'ailleurs évoquées dans le cours de gestion du design. Bon. Donc, je ne sais pas si l'entreprise est un espace où on peut spécialement développer le bien-être, mais il est évident que l'entreprise n'a aucune raison de valoriser le mal-être.
aucune. Mais la finalité du travail, c'est pas d'être confortable, c'est d'accomplir une tâche. Donc l'idée, c'est de diminuer la pénibilité. Bon, ça, c'est évident. Mais la finalité de l'entreprise, ce n'est pas non plus d'offrir un oasis. Enfin, c'est pas un Club Med, quoi. Bon, voilà. Mais c'est pas pour ça que les relations sociales doivent être tendues et qu'on soit en permanence dans le conflit social. Non, l'idée, c'est de se dire que, évidemment, le bien-être en soi n'est absolument pas répréhensible. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de rechercher le confort. Je pense que ce qui pose problème, c'est quand le confort devient, en fait, une finalité en soi. C'est ça, le problème. Parce que, du coup, on se retrouve dans un monde qui n'offre plus de résistance. Hein. J'explique, par exemple, l'importance du mou et de la mollesse. La mollesse est une forme très caractéristique de l'idéologie du bien-être. Hein. C'est pour ça que je prends l'exemple de la Nike Air, très confortable, du moelleux au chocolat, de la trottinette électrique, bon, etc. C'est-à-dire un monde dans lequel il n'y a plus d'idée de progrès, il n'y a plus la notion d'effort. Et aussi, je montre que c'est un monde dans lequel il n'y a plus d'altérité, hein, parce que c'est lié à une culture du New Age. Mais peut-être que ça, on va y revenir tout à l'heure. Ça fait peut-être beaucoup de choses en même temps. Alors, pour passer sur le second livre, Peut-on consommer mieux ? Moi, j'aimerais vous poser la question, quels sont les leviers à mettre en place en tant que futur marketeur pour déconstruire la société de consommation ? Et tout ça en 2 minutes. Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre complètement à la question, parce que c'est une question qui est complexe. D'ailleurs, j'ai construit un cours cette année pour le programme Bachelor, donc j'ai appelé « Re-pensons la consommation », donc ce qui est un titre à l'impératif qui inclut un « nous » pour bien montrer qu'on n'est plus dans un titre à l'infinitif, hein, c'est-à-dire qu'il y a un engagement de chacun dans cette action. Dans le livre sur la consommation, moi je suis parti d'un principe, c'est que le changement de modèle de consommation n'est pas discutable. C'est-à-dire que je ne discute pas le fait qu'il faut absolument changer de modèle de consommation pour toutes les raisons qu'on connaît, les problèmes de ressources, d'énergie, d'équité, etc. Bon, ce que j'ai essayé de montrer, c'est assez simple, c'est que pour repenser la consommation, donc il faut changer de modèle, il faut changer de structure de consommation, et ça se fait pas en 2 ans, c'est-à-dire que ça va prendre des décennies, donc il faut accompagner ce changement. Il faut repenser le rapport que l'on entretient avec le temps, parce qu'une société qui surconsomme, c'est une société qui n'a jamais le temps, c'est-à-dire c'est une société de l'urgence. Il faut repenser le rapport au travail. Hein, je reprends les travaux de l'économiste Juliette Schor, qui a montré que la surconsommation est aussi liée au surtravail, c'est-à-dire que dans une société dans laquelle on surconsomme, c'est aussi une société dans laquelle on surtravaille, et donc on va toujours acheter des services de compensation parce qu'on n'a pas le temps pour faire des choses pour soi. Donc ça crée évidemment des opportunités économiques, mais ça fait, du coup, on est dépossédé d'un certain nombre de savoir-faire, que ce soit la pâtisserie, la décoration, etc. Et c'est surtout repenser le rapport à la valeur. C'est repenser le rapport à la valeur. Quand je vois que la préoccupation électoraliste en ce moment du gouvernement, mais tous les gouvernements font la même chose, hein, je ne charge pas spécifiquement celui-ci, c'est d'essayer d'amoindrir le coût de l'augmentation du prix de l'énergie, hein, avec cette fameuse prime de 100 €, je pense qu'on se trompe complètement de combat. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre et accepter une sorte de réanoblissement de la valeur des biens marchands. Les biens marchands ne sont pas assez chers, et notamment l'énergie n'est pas assez chère. Et donc il va falloir accepter de vivre avec une énergie qui est beaucoup plus chère, et peut-être avec un prix du litre. Là, je voyais encore un article ce matin qui s'offusquait qu'on puisse acheter du gasoil à 1,65 € le litre. Mais qu'est-ce que ça va être quand ça sera 10 €? Et ça va arriver un jour. Ça va arriver forcément, parce que c'est la question de la raréfication des ressources. Et donc, ça veut dire que on va être obligé de restreindre en fait le champ du consommable et finalement d'acheter moins souvent
et certainement d'acheter plus cher. C'est pour ça que la rhétorique qui se développe autour de la durabilité, de la recyclabilité, me semble extrêmement intéressante, même si elle n'est pas forcément applicable à tous les domaines. Je ne sais pas si le fait de renvoyer dans un autre pays une basket Veja pour la réparer plutôt que d'en acheter une autre, je ne connais pas le coût carbone, mais je pense que ce n'est pas totalement négligeable. Donc, pour répondre à la question, finalement, il y a 3 acteurs qui peuvent changer la donne. Les consommateurs. Bon, en gros, on estime que le poids des consommateurs dans ce changement, c'est de l'ordre de 20% des efforts, pas plus. Donc, on fait tous des petits gestes, mais tout ça, ça ne fait que 20%. Il y a les entreprises, qui effectivement, pour la plupart, ont pris conscience d'un effort à fournir. Et puis surtout, il y a l'État qui va agir à travers la réglementation et la fiscalité. Et aujourd'hui, c'est quand même l'outil dominant pour changer de façon structurelle des pratiques de consommation. Et là, on peut prendre l'exemple du tabac, on peut prendre tout un tas d'exemples qui montrent que l'État a un rôle absolument fondamental. Et la fiscalité est un outil absolument déterminant. Et la réglementation. Alors, sachant qu'attention, la réglementation et la fiscalité, ça peut jouer dans plusieurs directions. Si vous prenez, par exemple, la question de la légalisation du cannabis, on voit comment on peut agir sur le marché en changeant la représentation qu'ont les gens du cannabis, de façon à amener une nouvelle idée culturelle qui est le cannabis récréatif, qui était totalement impensable il y a 20 ans. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est l'imbrication de tous ces acteurs du marché qui fait qu'on va modifier des systèmes de représentation, des systèmes de croyances. C'est pour ça que la question de l'idéologie reste extrêmement dominante. Et c'est donc un jeu d'acteurs à 3 qui fait qu'on pourra changer les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout attendre de l'État, on ne peut pas tout attendre des entreprises, on ne peut pas tout attendre des consommateurs. Donc il faut qu'on arrive ensemble à construire une société qui est plus équitable, plus juste, etc. Une des questions fondamentales, c'est l'équité dans la répartition de la valeur. C'est quand même aberrant de se rendre compte que, je reprends la décomposition d'une paire de chaussures Nike, qui vaut 120 €, que finalement, la personne qui fabrique en amont ça va toucher 5 €, c'est-à-dire même pas 5%. Donc là, il y a un énorme problème, tant sur le coût matière que sur le coût salarial. Donc ça veut dire que tant qu'il n'y a pas d'harmonisation du droit du travail et d'harmonisation fiscale, ça va être très très compliqué de changer la structure de consommation. Parce que vous allez toujours être confronté à des acteurs comme, je ne sais pas si on dit Shine ou Chine, bon, c'est Chine, qui arrivent à vous sortir des pantalons à 5 $. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je crois qu'il y a quand même une ontologie de la valeur des choses. C'est-à-dire que, sans revenir à la théorie de Marx sur la valeur d'un bien, c'est la valeur travail, qui est quand même fondamentale. Il y a aussi la valeur de l'énergie, la valeur de la substance, de la matière. Et du coup, je pense qu'il faut revenir à une ontologie de la valeur des choses et que la valeur des choses n'est pas que symbolique. Or, le capitalisme nous a enfermés dans un schéma qui est à la fois hyper symbolique et hyper émotionnel. Donc ça gesticule dans tous les sens. Finalement, ce qu'on achète, c'est très souvent de la valeur symbolique, donc de la valeur qui est socialement partagée, de la valeur émotionnelle, mais qui est complètement déconnectée de l'ontologie de la chose. Et ça pose un problème dans un contexte de raréfaction des ressources. Voilà, en gros. Donc c'est pour ça que la question philosophique est une question importante. C'est pas simplement une posture. C'est que j'en reviens à la question fondatrice de la philosophie grecque. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Et je dis pourquoi ne pas repenser la valeur à partir de l'être plutôt qu'à partir de la question du symbolique, qui est juste une dimension, évidemment, de la marchandise. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Si, c'est très clair, mais donc pour rebondir... je suis parti dans un truc là. Pour rebondir là-dessus, pour les conseils aux futurs marketeurs qu'il y a dans la salle, est-ce que en soi, les futurs marketeurs sont légitimes pour déconstruire cette société de consommation? Est-ce que c'est pas un peu couper la branche sur laquelle on est assis?
Moi, je pense que ce sont les futurs marketeurs, les futurs communicants qui ont le pouvoir de changer les choses culturellement. Parce que finalement, vous êtes ce qu'on appelle des culturels créatifs ou des manipulateurs de symboles. Donc votre rôle, il est immense parce que c'est vous qui donnez un sens culturel à la marchandise. Or, c'est essentiellement ça qu'on achète. C'est essentiellement ça qu'on achète. Donc, on a beaucoup travaillé en cours sur la question de la fabrication du sens culturel, du sens social des possessions. Il y a eu beaucoup de travaux anthropologiques là-dessus. On sait bien que ça passe par des mécanismes de transfert du sens qui sont quoi ? La pub, le design, enfin la communication au sens large, le digital, le design et la mode. Ce sont les 3 leviers essentiels qui produisent de la signification culturelle. Donc, comme c'est vous qui allez être acteur du système, et que notre génération n'a pas fait son travail, il faut faire un mea culpa, en fait, on vous passe le ballon en disant « à vous de jouer, les gars ». C'est ça qu'on est en train de faire. Donc, il y a une forme de lâcheté en disant « c'est pas une démission de notre part ». Mais je veux dire, c'est de là que part le problème. C'est-à-dire qu'il faut faire évoluer le système symbolique vers quelque chose qui ait vraiment du sens. Et beaucoup de productions symboliques aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, la TikTokisation, etc., produisent quelque chose qui est de l'ordre de l'insignifiant. Et l'insignifiance, c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour la vie sociale et pour la vie personnelle. Voilà, c'est pour ça qu'il faut se battre contre l'insignifiance. Et se battre contre l'insignifiance, c'est aider chacun à réfléchir, à penser et à avoir une autonomie de jugement. Moi, je ne suis pas là pour délivrer un savoir, parce qu'il y a d'autres moyens pour vous d'apprendre les choses. Il y a l'Encyclopédie Universalis, il y a des CD-ROM, cette bibliothèque est extraordinaire. Moi, j'ai passé beaucoup de belles heures de ma vie dans cette bibliothèque. C'est toujours un lieu très, très cher à mes yeux, et à mon cœur, surtout. Et en fait... du coup, je ne sais plus ce que je voulais raconter. C'est-à-dire c'est cette idée de l'autonomisation et de ce principe d'individuation. Je pense que le rôle d'une école, c'est de fabriquer des individus, ce qui n'est pas du tout péjoratif, c'est-à-dire d'aider des citoyens à se fabriquer les moyens de juger, c'est-à-dire de leur donner une autonomie dans la façon de penser. Moi, je pense que c'est ça le rôle. Et donc, du coup, ça veut dire qu'à un moment, il faut s'écarter des poncifs. Voilà. Donc, évidemment, ça m'amène à prendre des positions un tout petit peu radicales, qui ont pu choquer certains, j'en suis désolé, mais qui au moins ont le mérite de clarifier les choses sur qu'est-ce que c'est que le rôle d'une école de commerce aujourd'hui. Moi, j'ai dit ce que j'en pensais. Ça n'a pas forcément plu, mais ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'est d'abord de montrer un soutien par rapport aux étudiants, par rapport à des choses qui, de mon point de vue, ne sont pas acceptables. Et de l'autre, c'est de rappeler qu'on ne peut pas évacuer le savoir. Et qu'il y a un moment, notamment quand on est une institution prestigieuse, on a un devoir d'éduquer à la pensée et à l'autonomie du jugement. Voilà. Merci. Je pense que dans la salle... vas-y. Mais vous faites tout ce que vous voulez, hein. Je ne vais pas défendre l'autonomie du jugement et vous interdire quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que je prône la permissivité à tout craint, c'est pas ça. Mais c'est que moi, j'ai énormément de respect pour les étudiants, parce que j'ai toujours été très enrichi par les questions, les doutes, les contradictions. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Mais je pense que ce qui est important, c'est que de l'échange naisse un dialogue. Et dans une salle de cours, évidemment, je pense que la façon d'enseigner, ascendante, etc., n'a pas grand sens quand on s'adresse à des adultes. Ça ne veut pas dire qu'on est là pour partager des expériences et faire du storytelling personnel. Ça, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis frappé de la façon dont j'apprends à chaque fois que je rentre dans une salle de cours. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a toujours une remarque, une question qui me dit, voilà, il y a un truc que tu n'avais pas vu, tu n'avais pas compris. Voilà, et je trouve que c'est à la fois un plaisir, un honneur d'enseigner à l'ESCP, parce que d'abord, c'est une école qui a toujours cru dans les humanités.
Et l'humanité, c'est pas forcément l'humanisme, hein, c'est deux choses différentes. Et je pense qu'il est capable d'accepter quand même l'importance de la réflexion, de la pensée critique, voilà, et donc de la philosophie. Et moi, en fait, mon ancrage, c'est la philosophie, hein, qu'on le veuille ou non, finalement. Mais bon. Donc, pardon, tout ça pour vous donner la parole. Alors moi, c'est pas une question de contradiction, c'est juste une clarification. Parce qu'il y a une tension dans votre discours que je comprends pas entre, vous mettez le doigt sur le fait qu'il y a une tyrannie de bien-être, donc de l'individualisation et de l'absence de projet politique de bonheur. En même temps, vous prenez une autonomie chez le citoyen dans son jugement et une absence de vision globale en quelque sorte. Pourquoi ? Alors c'est une question justement. Non, en fait non, mais moi je n'ai pas de jugement là-dessus parce que moi je suis pas en philosophie politique ou etc. Je ne fais que relater finalement le voyage de Tocqueville en Amérique, hein, que je vous incite vraiment à lire ce livre, hein, c'est extraordinaire, dans lequel en fait Tocqueville va partir en Amérique, voir un petit peu comment se caractérise un pays démocratique. Et l'une des choses qui va le frapper, c'est cette appétence pour le confort. Et Tocqueville explique clairement que cette apologie permanente du confort est liée à finalement un repli sur soi et à la difficulté à nouer des liens sociaux. Donc c'est le paradoxe de la démocratie et que finalement c'est quand même un terreau fertile pour la dictature. C'est ce que dit Tocqueville, hein. Bon. Donc non, moi je n'ai pas de jugement sur les citoyens, etc. Moi, je pars du principe que l'autre est intelligent. Et même, je vais vous dire, je pars du principe que l'autre est plus intelligent que moi. Et ça m'apporte beaucoup de bénéfices. Donc je pense après qu'il y a un effort que chacun de nous doit faire pour penser, réfléchir et vivre ensemble. C'est pas évident de vivre ensemble. Que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de la famille, du couple, etc., ou dans un master, parce qu'il y a toujours des tensions, c'est normal. Et donc, oui, ma pensée est en tension en permanence. Et c'est pourquoi ? Parce que, comme Béatrice l'a rappelé, alors j'ai fait de la sémiotique et pas de la sémiologie, mais je ne rentre pas dans un débat là-dessus. Et l'idée, c'est que le sens ne se construit que dans la polarisation et dans la différence. Donc, moi, je suis totalement opposé à la pensée monoaxiale. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour débiter des tranches de vérité. Je ne sais pas ce que c'est que la vérité. Par contre, je la cherche. Je la cherche et je pense que c'est ça la philosophie. Ce n'est pas l'amour de la sagesse, c'est la recherche de la vérité, ce qui n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, j'ai rarement vu un philosophe sage et j'ai rarement vu un philosophe qui était très épanoui. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est possible, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tous ces gens qui vous donnent des leçons sur le bonheur ou qui vous expliquent les vertus de l'échec, etc., bon, l'échec est inéluctable, hein, c'est Samuel Beckett qui l'a très bien montré, mais ce n'est pas pour ça que c'est bénéfique. On ne peut pas souhaiter à quelqu'un d'échouer, hein. Ça ne fait pas nécessairement partie d'une pédagogie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc oui, je pense qu'il faut de l'attention, parce que si on n'est pas dans l'attention, du coup, on peut verser dans un discours monoaxial qui est, je pense, extrêmement dangereux. Et qui est notamment dangereux en marketing, parce que moi, j'ai travaillé très longtemps comme freelance, en fait, dans une agence de design, hein, qui est à Lyon, qui s'appelle The Zebra Company. Et on a développé et théorisé toute une méthodologie qui s'appelle la vision oblique. Et l'idée, c'est toujours d'angler la réflexion sur un marché pour sortir de la convention. Donc c'est une forme de disruption, mais c'est une disruption qui s'appuie sur de l'ironie, hein, sur un recul critique, sur de la distance. Voilà. Donc voilà, moi c'est ma façon de penser parce que je suis à l'aise dans cette forme d'ironie. Et pour moi, le combat essentiel, c'est l'ironie contre le cynisme. Il n'y a rien de pire que le cynisme ou le nihilisme. Parce que quand vous ne croyez plus en rien, on ne peut plus construire du sens. Donc on ne peut plus construire de relations. Donc, on n'est pas forcément d'accord, mais on a inventé quelque chose qui s'appelle le dialogue. Voilà. Et je rappelle, hein, à la fin du livre, parce que je cite Nietzsche, qui est un auteur qui m'a beaucoup marqué quand j'avais votre âge, que je ne vous conseille pas forcément de lire à votre âge, parce que après, ça change votre vie de lire Nietzsche. Il y a des auteurs comme ça qui changent complètement votre façon de voir les choses.
Et Nietzsche rappelle dans un de ses livres que Socrate a été le philosophe qu'il est parce que sa femme l'avait foutu dehors de la maison. En gros, pas séparation définitive, mais en gros, tu me déranges, j'ai besoin de faire ci, faire ça, va dans la rue. Et c'est parce qu'elle l'a mis à la rue qu'il a développé la philosophie en marchant. Voilà. Donc, d'un conflit, on va dire, conjugal, naît la possibilité d'une découverte de l'autre et d'un dialogue. Et donc d'une confrontation. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de confrontation. Quoi de pire qu'un univers dans lequel tout le monde est gentil, tout le monde est d'accord, tout le monde est lisse, etc. Ça, c'est dangereux. Et je ne suis même pas sûr que quelqu'un ait envie de ça. J'en suis même pas sûr. Donc il y a toujours une tension. La tension, le déséquilibre permet l'équilibre. Quand vous marchez, votre corps est obligé de se mettre en déséquilibre. Donc on valorise l'équilibre personnel, familial, etc., comme une espèce d'utopie. Oui, parce que c'est vrai que ça apporte un certain nombre de bénéfices, mais l'équilibre, c'est qu'en fait un déséquilibre permanent que vous remettez en équilibre. Parce que sinon, c'est comme avancer dans la vie dans un fauteuil, quoi. Et quel est l'intérêt de faire ça? La vie se fait en marchant, en se confrontant à une forme d'altérité. Je suis chiant, hein, non? Merci beaucoup pour la question. N'hésitez pas à intervenir. N'hésitez pas. Hein. Dans votre livre « Peut-on consommer mieux ?» vous parlez de société d'accélération. Et la question, ça serait comment la désamorcer, cette société d'accélération, sans culpabiliser en fait les consommateurs? Alors, je ne sais pas. Bon, vous savez que le grand penseur de l'accélération, c'est un Allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, hein, qui est d'ailleurs est venu plusieurs fois à l'école, hein, parce qu'il faisait partie d'un séminaire avec des collègues, notamment Jean-Philippe Bouilloux. Alors moi, malheureusement, ça tombait mal, parce qu'à chaque fois, j'avais cours, je n'ai jamais pu aller l'écouter, mais qui a donc mis un mot sur une caractéristique de la société, donc c'est cette idée de l'accélération. Je veux dire, il ne propose pas de solution. En fait, il fait un constat, mais ce n'est pas un travail propédeutique, si je puis dire. Bon, moi, j'avais quelqu'un que j'aimais bien, qui était un sociologue qui s'appelait Pierre Sansot. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Pierre Sansot, qui avait fait sa thèse qui s'appelle Poétique de la ville. C'est un livre que je pense qu'on a à la bibliothèque. C'est un livre dans lequel il n'y a pas de cadre théorique. Ça, c'est une thèse. Hein. Il n'y a pas de cadre théorique. Il n'y a pratiquement pas de bibliographie. C'est une espèce de rêverie poétique sur la ville. C'est magnifique. Et il a quand même réussi à avoir sa thèse avec ce texte, qui est devenu un classique, hein, de la sociologie. Et il était prof à Montpellier, Pierre Sansot. C'était un grand prof. Hein. Les étudiants l'adoraient parce qu'on ne savait jamais ce qu'il allait raconter, etc. Et très poétique, très sensible. Et si vraiment la question vous intéresse, je vous incite à lire son Petit éloge de la lenteur, qui est un livre qui a eu un succès international. C'est-à-dire qui a été numéro 1 en Corée, qui a été au Japon, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui donnait des règles de vie, quoi. C'est simplement quelqu'un qui vous expliquait que la lenteur, en fait, a des vertus. Et moi, je pense que paradoxalement, c'est pas paradoxalement, je pense que tout discours moral ou tout discours culpabilisant n'a aucune chance de fonctionner. Donc on ne peut pas faire changer les gens en les culpabilisant. Donc il faut sortir de cet ethos de la faute. Ça, je pense que c'est absolument fondamental. Et il y a des travaux aux États-Unis qui s'intéressent justement à la possibilité d'utiliser, par exemple, l'égoïsme comme un levier pour faire changer les gens, en disant que c'est en montrant aux individus qu'ils ont intérêt à changer et en montrant les bénéfices du changement qu'on les fait changer. C'est certainement pas en leur disant ce que tu fais, c'est mal. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hédonisme permissif. Et donc, évidemment, on va se dire, mais c'est pas possible, l'égoïsme, c'est mal. Non, l'égoïsme a aussi des vertus. C'est ça qui est paradoxal. Donc, encore une fois, accepter les paradoxes. L'égoïsme peut faire changer positivement les individus. Donc il peut y avoir une vertu à l'égoïsme. Évidemment, ce n'est pas l'égoïsme développé dans toutes ces dimensions, mais il peut y avoir des vertus à l'égoïsme, je pense. Enfin, je pense. Penseurs qui ont théorisé la chose.
Mais c'est sûr que la culpabilité n'a jamais réglé aucun problème. Donc ce n'est pas une question de morale. La morale n'a rien à voir là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le bien ou le mal. Mais bon, ça, il faut avoir l'unique. Par-delà le bien et le mal. Justement, du coup, on va passer à des questions un peu plus larges et en rapport je croyais un peu plus personnel. Bon. Non, un peu plus en rapport avec la problématique d'aujourd'hui. Et du coup, je vais rebondir sur la morale et vous demander, est-ce que les entreprises aujourd'hui font la morale aux consommateurs ? Oui. Oui. Merci. Oui. Et c'est ce sur quoi je suis en train de travailler. C'est justement cette propension qu'ont certaines entreprises à revendiquer une posture providentielle. Et on l'a vu d'ailleurs pendant le premier confinement avec on va vous donner du gel, des masques, brandés, Chanel, etc. Hein, bien sûr. Pas de dons gratuits. Et je pense que l'entreprise, certaines entreprises revendiquent le fait de nous dire ce qui est bien ou ce qui est le bien commun. Ça, c'est la dimension politique de l'entreprise et je fais partie de ceux, il y en a d'autres à l'école, qui pensent que c'est un danger. C'est un danger parce que l'entreprise n'a pas à avoir de rôle politique. D'accord ? C'est-à-dire que on attend de l'État, dans la tradition française, que l'État nous indique ce qu'est le bien commun. Alors ça pose plein de questions. Hein. Qu'est-ce que c'est que le bien commun ? C'est quoi les communs ? Bon, ça, vous connaissez très bien le sujet. Ça pose des questions, mais moi, je fais partie des gens qui pensent que ce n'est pas à l'entreprise de nous dire ce qu'est le bien commun. Pourquoi ? Parce que si Mark Zuckerberg, avec Meta, nous explique ce que c'est que la vision du bien commun, ben moi, personnellement, ce n'est pas forcément ce bien commun que je partage avec vous. Et donc, c'est problématique. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'État n'est pas forcément impartial. Oui, ça pose plein de questions. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui s'appelle la philosophie politique. Mais moi, je pense qu'il faut faire attention à ce discours providentiel. L'entreprise, c'est l'entreprise, c'est très important. L'État, c'est l'État. Et la société civile, c'est la société civile. Voilà. Et donc, il faut réfléchir aux relations entre ces trois acteurs. Mais ce sont bien trois sphères qui ont quand même une certaine autonomie. Ce que je vous rappelle que l'entreprise, n'ayant pas de statut juridique, contrairement à la société, est un objet flottant qui se balade entre l'État et la société civile. Et on voit qu'il y a certaines entreprises qui essayent de préempter un espace qui lierait l'État et la société civile. Je pense que ce n'est pas souhaitable. Donc là, c'est pas une pensée consensuelle, hein, parce qu'évidemment, ça va contre ce qu'on nous sert en fait dans les discours sur l'entreprise qui va changer la société. Oui, l'entreprise peut aider à changer la société, mais pas à définir ce qu'est le bien commun, ce qui n'est pas la même chose. Merci. Vous avez fait une vidéo qui est sur YouTube, sur Xerfi Canal, qui s'appelle Trop de marques sont des antidépresseurs, voire des drogues. Et donc nous, on s'est posé la question en la regardant, en se disant où est-ce qu'elle est la limite entre une marque qui apporte du bonheur et une marque qui devient un antidépresseur. Ouais, en fait, ça c'est... Bon, c'était une petite blague. En fait, j'étais parti d'une publicité Decathlon, je sais pas, des années 98, j'avais gardé, qui disait, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'est, je sais pas, on vous montrait une trottinette et puis on vous expliquait que c'était un antidépresseur. Hein. Ou alors c'est, vous savez, les campagnes qui vous expliquent que quand vous achetez une Mini, en fait, c'est moins cher que de s'offrir une psychothérapie. Parce que c'est à peu près le même budget, hein, 25 000 €, c'est-à-dire sur, je sais pas, 25 ou 15 ans, ça va coûter à peu près ce prix-là. Donc c'est un exemple pour montrer les marchés de substitution. Hein, parce qu'on peut hésiter entre faire une psychanalyse, une psychothérapie et s'acheter une voiture. C'est possible. Bon, c'est un arbitrage possible. Bon... donc c'était dans ce sens que c'était une petite réflexion sur la question de la compensation, la question de la substituabilité. Et une question fondamentale du capitalisme, c'est la captation de la libido, de l'énergie libidinale. On est d'accord ? C'est-à-dire que l'idée, c'est que il faut que je capte de l'énergie libidinale pour créer de la valeur économique. Bon, et donc...
la publicité, par exemple, dans les années 50 et 60, a surinvesti l'énergie sexuelle. Hein. C'est pour ça qu'on avait la référence, par exemple, à la pin-up, hein, la figure de la pin-up qui a été créée, la sexualisation des produits, hein, qui est quand même un champ très important de la communication, avec cette idée de la substitution, quoi. C'est-à-dire que je vais essayer de capter l'énergie érotique pour la projeter sur la marchandise. C'est pour ça que l'érotique est une question fondamentale de la consommation, par opposition à la pornographie. La pornographie, c'est un champ dans lequel tout est visible. Donc il y a des automatismes de pensée, d'action, etc., des prototypes d'images, de la violence évidemment. Et je pense que l'une des dérives de la société de consommation, c'est d'aller dans un régime de pornographie de la marchandise et non pas d'érotique. Et l'érotique, c'est le désir, l'attente, la distance, etc. Et donc, moi, je pense que l'érotique, c'est extrêmement important. Il y a un très beau livre, hein, qui vient de ressortir en poche, hein, de mon ami le philosophe Paul Audi, comme la banque ou la marque de voiture, qui s'appelle De l'érotique, hein, c'est chez Verdier Poche. C'est une très très belle réflexion sur la question de l'érotique. C'est un philosophe dont je suis extrêmement proche, amicalement et conceptuellement, parce qu'il a beaucoup travaillé sur ce qu'il appelle l'esthétique avec 2 H, hein, c'est-à-dire l'articulation de l'éthique et de l'esthétique, ce qui est pour moi la caractéristique d'une marque. Et donc, cette dimension de l'érotique de la marchandise, c'est-à-dire que je crée une distance, et donc je ne suis pas dans la consommation, on va dire, pulsionnelle, mais dans une dimension de recul et de désir. En fait, le désir est une notion qui est en voie de disparition, parce que c'est la question de l'interdit qui disparaît, hein, les interdits qui disparaissent petit à petit, et que je suis dans un régime d'accessibilité permanente. Donc, du coup, ça tue le désir. Ça, c'est une vraie question, hein, qui obsède les psychothérapeutes, hein, qui voient bien que beaucoup de gens qui viennent consulter, en fait, depuis 20 ans, ils ne viennent pas parce qu'ils ont des problèmes de traumas familiaux, etc. Enfin, il y en a évidemment, mais ce n'est pas la majorité, c'est parce qu'il y a un trouble du désir, c'est-à-dire ne plus avoir de désir. Et ne plus avoir de désir, c'est quand même problématique. Il y a un très beau livre là-dessus, hein, qui s'appelle L'homme sans gravité, de Charles Mellman, très petit livre chez Folio, qui explique justement les conséquences de l'abaissement des interdits, hein, ou de la disparition des interdits, et le fait que s'il n'y a plus d'interdits, il n'y a plus de désir. Ça, c'est problématique. C'est pour ça que la question du tabou est une question fondamentale, je pense. Merci du coup pour votre réponse. On va finir sur une dernière question. C'est pas ce que vous attendiez, je sais. Non mais si, très bien. Non, on va finir du coup sur une dernière question. Ah, c'est déjà fini ? Après, bon. S'il y a des questions du public, évidemment. Sur le purpose de marque. Ah, voilà, encore autre chose. Et du coup, la question c'est, est-ce que pour vous, une entreprise doit justifier son existence par sa mission ou par son empreinte sur le monde ? Pas nécessairement. Je pense que... comment dire ? Bon, il y a une différence entre une entreprise et un être humain, c'est que on considère que la vie humaine est sacrée, donc un individu n'a jamais à justifier son existence. Parce que c'est sacré. Ça, je pense que personne ne remet ce principe en cause. Bon. Donc c'est pour ça qu'on va toujours aider à la vie, à la survie. Bon. Et une entreprise, en fait, n'est pas sacrée. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle a une justification qui est la création de valeur économique et le profit. Bon. Donc, ça, c'est une raison d'être économique. Et c'est au fondement de ce qu'est l'entreprise, justement par opposition à ce qu'on va appeler, par exemple, l'économie sociale et solidaire, qui a moins cette contrainte. Bon. Donc, la contrainte de rentabilité. Bon, mais il est possible qu'en plus de cela, certaines entreprises aient une raison d'être extra-économique. C'est possible. Mais ce n'est pas nécessaire. Et il y a plein d'entreprises qui n'ont pas nécessairement de raison d'être extra-économique. Donc sauver la planète, bon déjà je ne sais pas ce que ça veut dire. Après je pense que
il y a quand même une convergence aujourd'hui des convictions sur le fait qu'il faut faire attention aux ressources, prendre soin de la terre, etc. Alors de là à savoir si, comme le préconisent certains, il faut donner un statut juridique aux fleuves, aux rivières, aux étangs, aux forêts, ça je ne sais pas, hein, c'est pas mon domaine, mais c'est une question qui est très intéressante. Mais non, il y a des entreprises qui ont essentiellement pour fonction de créer de la valeur économique et donc de l'emploi, donc de la richesse, ce qui en soi est une finalité. Mais moi, j'ai remarqué que autant les entreprises américaines sont complètement décomplexées sur cette question, c'est-à-dire que Coca-Cola va vous expliquer que la valeur économique, ça fait partie du purpose, mais une entreprise française aura beaucoup de mal à le formuler, parce que du coup, il y a cette idée que gagner de l'argent, c'est mal, etc. Enfin, il y a une question morale que les Américains n'ont pas du tout. Et donc, ce qui veut dire que je pense que cette approche décomplexée aide les Américains à penser le marketing comme un outil de renforcement de la démocratie, ce que nous, on est incapables de penser. Beaucoup de gens pensent que le marketing, c'est la consommation, la matérialité, donc c'est mal, hein, parce qu'on est dans un univers encore très imprégné de toutes ces valeurs judéo-chrétiennes. Mais tant qu'on pense ça, on ne pourra pas utiliser le marketing comme une technique pour renforcer la démocratie. Or, je pense que c'est possible. Ben oui. Donc c'est pour ça que les Américains sont plus proches de cette idée que, parce que c'était notre sujet, les marques peuvent apporter du bonheur, alors que nous, on est quand même très 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 loin idéologiquement, parce que le marketing, les marques sont connotées quand même essentiellement négativement. Or, il n'y a pas de raison, a priori, que ça soit connoté négativement ou positivement. Il y a des marques qui ont une vraie contribution, mais d'autres qui ont peut-être une contribution qui est plus faible. Mais moi, je crois à l'utilité sociale des marques et donc des entreprises. Bah, sinon, je ne serais pas là. Quand même. N'est-ce pas, Philippe ? Mais pour rebondir dessus... Je serais pas là, pour rebondir dessus, est-ce que... Oui, c'est pas fini. On ne fait que commencer. Est-ce que vous pensez que toutes les marques doivent avoir une mission ou pas ? Oui, parce que ça, on a déjà discuté ce sujet, mais pour moi, la marque, en fait, c'est une relation contractuelle. C'est une relation de fiducie, de confiance. Donc, la marque, en fait, elle a un contrat avec ses clients. Et quand on étend ce contrat à la société, ça s'appelle un brand purpose. Donc, toutes les marques n'ont pas un purpose. Ça, je ne le pense pas. Donc, on peut quand même discuter de la plus ou moins grande utilité sociale de telle ou telle marque. Ça, je le pense. Donc, il ne faut pas se forcer à avoir un purpose. Et les entreprises qui se forcent à dire ma marque, si elle n'existait pas, le monde serait différent. Non, il y a des marques dont la disparition n'affecterait pas grand monde. Mais par contre, une marque, c'est un engagement. C'est un engagement qui est plus ou moins fonctionnel, plus ou moins émotionnel, plus ou moins culturel, plus ou moins social. Et s'il n'y a pas ce contrat, je pense qu'on n'est pas dans la marque, on est dans autre chose. Il y a d'autres types de relations marchandes qui ne sont pas dans le contrat. C'est un contrat implicite, mais il faut quand même que je sache ce que j'achète quand j'achète du Bic ou quand j'achète, je sais pas moi, une Peugeot. Voilà. Il y a un contrat. Donc oui, je pense qu'on ne peut pas évacuer la question du contrat pour aussi une raison, c'est que c'est le droit qui fonde la marque. Il ne faut pas oublier ça. La marque, ça existe parce qu'il y a un arsenal juridique qui la protège. Sinon, la marque disparaît. C'est pour ça que le respect du droit d'auteur, le respect de la propriété intellectuelle et industrielle, c'est fondamental. Or, ce n'est pas respecté dans tous les pays, comme vous le savez. Et c'est souvent lié au non-respect du droit du travail, d'ailleurs. Remarquez ça. Donc, oui, la question du contrat. En tant qu'individu, je pense qu'on a un contrat avec soi-même et un contrat avec les autres. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on avance ? C'est qu'on a un contrat avec soi-même. C'est ça qui va structurer notre identité. C'est-à-dire, c'est des projets, des envies, des compétences. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous vous projetez quand même à moyen ou long terme dans votre existence. Vous dites, j'aurais plutôt envie de faire plutôt ce genre de choses. Donc, vous avez un contrat avec vous-même. C'est un contrat éthique. C'est-à-dire, c'est ce que vous estimez bon pour vous-même. Et donc, ça ne peut pas se discuter, ça. Bon. Et je pense qu'on a aussi un contrat avec les autres. Je pense. Merci, du coup. Non, c'est moi qui vous remercie. Est-ce que certains ont des questions, peut-être ?
J'ai pas compris en quoi Bon, on recommence tout alors. Vous allez m'éclairer. J'ai pas compris en quoi elle consistait concrètement, cette utilité sociale dont vous parlez, que peuvent apporter les marques. Est-ce que ça vient de la construction de sens qu'elles font, concrètement, en quoi ça peut aider la société d'avoir autant de marques sur le marché? Justement, c'est la notion sur laquelle je travaille en ce moment, c'est en fait la caractérisation et la définition des frontières de l'utile. Donc je pense que la notion d'utile a plusieurs facettes. Donc une est fonctionnelle, une peut être émotionnelle, une peut être symbolique, etc. ou esthétique. Et que donc l'utilité, c'est quelque chose qui se facétise, mais qui apporte quand même un surplus de... Alors il faut discuter si c'est bonheur ou bien-être aux individus. Et c'est pour ça que c'est paradoxal, hein, parce que moi, je revendique en fait la position utilitariste au sens du XVIIIe siècle, au sens de Jérémie Bentham, c'est-à-dire que l'objectif du politique, c'est d'accroître le niveau de bien-être ou de bonheur, parce qu'il y a une confusion dans la phraséologie, le niveau de bien-être ou de bonheur des individus et de la société. Donc ça, je crois à ça. Et je crois qu'il ne faut pas confondre l'utilitarisme et l'instrumentalisme, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on va instrumentaliser les autres. Ça, c'est une dérive. Et donc, la question, c'est de se poser la question, quelles sont toutes les facettes de l'utile ? Bon. Et ressentir du plaisir, l'agréabilité, c'est un des critères de l'utile. Et la force de Jérémie Bentham, c'est qu'il a critérisé l'utile en disant, voilà, la durée, l'intensité du plaisir, etc. Donc, c'est la notion de plaisir, mais élargie. C'est-à-dire que ce n'est pas une philosophie hédoniste, c'est une philosophie qui va chercher à produire de l'agréable. Bon. Donc vous allez me dire, c'est paradoxal, hein, parce que vous critiquez le bien-être et vous valorisez l'agréable. Oui, le plaisir est une dimension importante de l'existence, mais on ne peut pas vivre qu'arc-bouté à la recherche du plaisir. Parce qu'il y a aussi la question de la vertu, il y a aussi la question de la fonctionnalité, il y a aussi la question symbolique. Et comme vous savez, ceux qui me connaissent, je suis très proche intellectuellement d'un penseur qui s'appelait David Graeber, que je n'ai jamais rencontré, mais je me sens très très proche de sa pensée. Qui a beaucoup réfléchi sur la question du bullshit, c'est-à-dire de l'inutile, en montrant que l'inutile, ça fait souffrir, et généralement, l'inutile, ça crée un sentiment négatif, et surtout, ça crée de l'insignifiance. Donc pour moi, il y a un lien entre l'insignifiance et la souffrance. Donc il faut... l'insignifiance, c'est vraiment quelque chose de très très nocif. Parce que la vie, ça consiste quand même à réfléchir au sens qu'on donne à sa vie et au sens que peut avoir la vie. Parce que la vie n'a pas de sens. D'un point de vue biologique, d'accord, on a tous une pulsion de vie, mais après, tout ce qui reste, la dimension sociale, culturelle, etc., c'est nous qui la construisons ensemble. Et il n'y a pas pire souffrance que celle qui nous confronte à l'insignifiance. Moi, je pense ça. Or, c'est un philosophe qui s'appelait Cornelius Castoriadis, qui avait beaucoup travaillé là-dessus, il a un livre qui s'appelle « La montée de l'insignifiance », qui montre bien que c'est quand même un danger qui nous guette. Et c'est pour ça que dans le master, il y a un cours de sémiotique, qu'on parle beaucoup de la fabrication du sens. C'est pas un effet de manche, c'est pas un effet de mode, c'est parce que quand on fait du marketing ou de la communication, en fait, on fabrique du sens. Et ce sens va fabriquer des émotions plus ou moins positives. Donc tout est lié là-dedans, finalement. Et juste, du coup, cette utilité... Moi, j'ai toute la soirée. Donc, elle est sociale. L'utilité ? Oui, l'utilité. Parce que vous avez expliqué en quoi les marques pouvaient être utiles. Mais parce que, est-ce que cette utilité, elle serait sociale parce qu'on partage le sens que produisent les marques ? Parce que ce sens, c'est le même chez nous. L'utilité est sociale, quand ce que je fais amène une contribution, donc on va dire une externalité positive, à soit un individu, soit un groupe, soit la société. Et ça, c'est le paradigme de l'état du capitalisme dans lequel on vit aujourd'hui, qui est l'économie transformative. L'économie transformative, c'est l'idée que, justement, des marques et des entreprises peuvent affecter positivement la vie des individus et des sociétés. Moi, je crois à ça. Je crois à ça, donc, cette question de l'utilité contre l'inutile. Mais
ce ne sont pas des notions faciles à définir, hein, parce qu'on marche sur des choses très, très, très fragiles, mais il faut essayer de les définir sans tomber dans le relativisme total. Bon. Donc, moi, quand je rentre dans une salle de cours, je me pose toujours la question de qu'est-ce que je vais leur apporter. Parce que ce que je vais recevoir, ça, je sais que je vais recevoir. Mais je me pose toujours la question, qu'est-ce que je vais leur apporter ? Au bout de 30 ans, hein, ça fait exactement... Je fais la 30e rentrée cette année. Bon. Demain, 53 ans. On ne rajeunit pas. Hein. Et donc... non, mais c'est pour ça que je me faisais mon petit anniversaire avec vous ce soir. Je n'ai pas pris le champagne. Mais à chaque fois, je peux vous dire que je rentre dans un lieu, je me dis, qu'est-ce que je vais leur apporter ? Qu'est-ce que je vais leur apporter ? Parce qu'ils ont des attentes, parce que est-ce que mon discours est complètement dépassé, ou je ne sais pas. Et tant que je n'ai pas trouvé la clé, il y a un malaise. Et moi, je n'aime pas cette situation de malaise. Et après, il peut y avoir des moments d'euphorie où on flotte ensemble parce qu'on partage une idée ou un idéal. Ça m'est arrivé plusieurs fois à l'école. Non, c'est vrai, hein, c'est quelque chose qui est extrêmement jouissif. Hein, c'est que vous êtes face à un groupe et vous avez l'impression qu'il y a une résonance totale, une consonance totale qui n'était pas programmée, mais sur une idée ou un fragment ou une chose qui a marqué, qu'on partage. Parce que c'est important de partager les choses. Donc voilà, donc je pense que le prof est au service des étudiants. Il est quand même là pour faire cours, hein, pas pour faire de la recherche, hein, si je peux me permettre, enfin pas uniquement, et qu'il doit être utile. Et l'utilité, c'est aussi l'utilité à apprendre à penser par soi-même. Donc c'est-à-dire que c'est dans la pièce de Ionesco, la leçon, à la fin, le prof, il disparaît parce qu'on n'a plus besoin de lui. Et c'est ça ce qui est génial. C'est génial, ça. La semaine dernière, je fais les dernières soutenances de master, de thèse professionnelle, et une jeune femme qui a eu 20, la deuxième de l'année, hein, qui a eu 20, elle a fait une thèse extraordinaire sur le geste chez Hermès, un vrai travail. Hein. Et ça fait tellement plaisir de voir quelqu'un qui est meilleur que vous. Parce que quand on met 20, c'est que l'étudiant, il fait mieux que ce que vous auriez fait. Et moi, pour moi, ça c'est 20. On ne peut pas mettre 22, c'est compliqué. Bon. Mais moi, je suis toujours très heureux. Alors, il ne faut pas en abuser. Hein. Ce n'est pas une arme de pouvoir ou de... Non, mais simplement là, ça venait comme une évidence. Ça venait comme une évidence parce qu'il y avait tout un parcours, alors que la première fois qu'elle est venue me voir, elle était toute tremblante. Ah, je ne sais pas ce que je vais faire, j'ose pas. Et généralement, ça, quand il y a ce type de comportement, c'est plutôt bon signe parce que ça remue, parce qu'il y a de la tension, et de la tension va naître du sens. Et elle a fait quelque chose de vraiment exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Donc ça, je me dis, bon là, peut-être que tu as été utile dans le processus, juste comme catalyseur pour lui dire, vous lisez ça, vous lisez ça, vous lisez ça. Bon, elle a fait sa liste de courses, j'en ai plus entendu parler pendant 4 mois, elle m'amène un truc impeccable. J'ai lu la thèse, je dis, bon ça c'est 19 ou 20, elle fait la soutenance 20. Il y avait un jury, hein, j'étais pas tout seul. Hein. Bon, donc il y a de l'utilité, parce qu'elle a progressé, même elle a fait embaucher chez Hermès, ça c'est l'externalité positive. C'est ça un prof, ça sert à ça. On ne peut pas le faire avec tout le monde, mais après on le fait en fonction des gens qui viennent chercher ça. Et moi je suis toujours à vouloir donner le maximum pour que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et comme on a d'excellents étudiants, c'est extrêmement gratifiant. Voilà. Bah oui. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement avant qu'on... Avant le cocktail. Exactement. Au 7e. Hein. Merci. Vous parlez de beaucoup d'utilité, de valeurs utilitaires. Oui. Aujourd'hui, il me semble quand même que les marques, vous l'avez dit tout à l'heure, portent plutôt des valeurs émotionnelles et symboliques plus qu'utilitaires. Et donc, est-ce qu'il serait, alors c'est une question, ça me fait un peu mal de la poser en étant en marketing, mais est-ce qu'il serait souhaitable d'avoir un monde sans marque ? Si c'est vraiment l'utilité qui est importante au-delà de l'émotion. Alors déjà, je suis pas sûr que la valeur utilitaire recouvre ce que j'appelle l'utile. Je pense que c'est une des dimensions de l'utile, parce que l'amour c'est utile, hein, parce que ça rend plus heureux, l'amour, ou l'amitié. Hein. La sociabilité, ça rend plus heureux. Donc déjà, je pense qu'il faut faire le distinguo. Après, une société sans marque,
Enfin, je connais aucun auteur de science-fiction qui se soit risqué à cette hypothèse. Bon, ce qui veut dire que c'est quand même un travail très très compliqué. Même Houellebecq ne l'a pas souhaité, c'est vous dire. Parce que comme la marque existe, vous le savez, depuis très 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 longtemps, en fait, on n'a pas d'exemple de société sans marque. Alors vous allez me dire, au début, c'était le petit griffon de l'artisan en Mésopotamie ou en Chine, etc. à l'époque. Mais encore une fois, si on accepte l'idée que pour consommer quelque chose, il faut que ça ait du sens, il faut bien qu'il y ait un dispositif qui donne du sens à ce qu'on consomme. Alors ce dispositif peut être une marque, ça peut être autre chose, mais il faut qu'il y ait un pourvoyeur de sens. Il est probable que la marque a été hyper glorifiée et que là, elle est plutôt dans la phase de déclin de son cycle de vie notionnel. C'est-à-dire que peut-être que dans 10 ans, on parlera d'autre chose. Je ne sais pas si ça sera la relation, etc. Mais on sera toujours confronté à des relations marchandes et à la dimension symbolique. On ne peut pas s'abstraire du symbolique parce que le symbolique, c'est ce qui fait tenir ensemble la société, c'est ce qui fait qu'on a envie d'être ensemble. Donc, peut-être qu'on appellera plus ça des marques, mais il y aura quand même un dispositif pour donner du sens. Voilà. Je peux pas dire plus que ça. Mais un monde sans marque, c'est la seule, je vous ai expliqué, la seule question d'examen que j'ai posée à laquelle les étudiants ne peuvent pas répondre. C'est parce qu'on ne peut pas répondre à cette question. C'est vache d'ailleurs de donner ça comme question. Je l'ai fait une fois. Bon, et en fait, c'était très 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 compliqué pour eux, quoi, parce qu'ils étaient obligés de partir sur des utopies ou des dystopies, où là on était plus dans l'examen, on était dans le récit ou la nouvelle. Bon, c'était intéressant d'ailleurs comme exercice. Mais moi, je ne glorifie pas les marques. C'est pas ça. C'est que bon, je constate que je suis né à une époque où la société de consommation était structurée par les marques. Bon, la marque, ça me permet de conjuguer un intérêt pour la sémiotique, la philosophie, l'anthropologie. C'est un objet parfait pour moi. C'est un objet parfait. Donc après, je m'en suis emparé, voilà, parce que ça correspondait à mes centres d'intérêt. Donc j'y ai mis beaucoup de choses dedans, en fait. Peut-être trop, d'ailleurs. Mais j'accepte l'idée que la marque puisse un jour disparaître au profit, mais il y aura forcément autre chose. Forcément. Parce que regardez, chez Marx, on ne parle jamais de ça. Il n'y a pas de dimension symbolique. Il n'y a pas de philosophie de l'art chez Marx. L'esthétique n'est pas du tout dans les critères de Marx. Donc Marx est passé à côté du symbolique. Alors, ce n'est pas un reproche, hein, c'est que c'était peut-être pas dans l'époque, etc. Donc si en 1850 ou 60, on ne parlait pas de ça, ça veut dire que c'est un objet culturel qui peut être amené à disparaître ou à se réinventer. Mais on sera toujours dans cette tension entre des médiations humaines et des médiations matérielles et des médiations symboliques. On a toujours dans l'obligation d'articuler ces trois points, même dans les métavers. Hein. Parce qu'on voit qu'on est en train de reconstruire des univers marchands dans les métavers. Et la question, c'est de savoir, est-ce que ces univers marchands seront la duplication des univers qu'on connaît ou pas? Ça, je ne sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Mais c'est probable qu'on va reconstruire un petit peu comme c'était le cas sur Second Life. Je ne sais pas si vous avez connu Second Life. En fait, les gens qui se créent des avatars qui étaient essentiellement la projection d'eux-mêmes, dans un univers qui ressemblait à ce qu'était leur vie. Donc, est-ce qu'on intensifie la vie ou est-ce qu'on va complètement changer les coordonnées? Je ne sais pas ce qui va se passer. Comme vous savez, je ne passe pas ma vie dans ces univers, donc c'est vous qui en connaissez plus que moi. Mais si les marques disparaissent, les marques disparaissent. C'est pas la fin du monde. Hein. La fin du monde, c'est quand c'est la fin du sens. Et on peut vivre sans la marque. Bon, c'est un repère. Bon. Ça rassure. Voilà. Ça a plein de fonctions, donc c'est bien pratique, quoi, les marques. Voilà. C'est comme des amis, mais sauf que ça ne nous laisse jamais tomber. Bon, c'est pas mal, les marques. Bon. Ouais. Petite dernière pour la... Non? Vous êtes épuisé? Non, je vous ai épuisé, là. Hein. Bon, moi, en tout cas, je vous remercie de votre présence. Surtout ceux qui ont fait le voyage depuis Montparnasse. Merci pour l'invitation, merci. Merci, c'était... Merci à Victoire et Louise qui ont ah oui, bravo. Qui ont été merci à vous. géniales, comme d'habitude. Merci beaucoup.